Bonsoir à tous et merci de nous être fidèles quotidiennement. Voici les grands titres que nous développerons dans ce journal. Journée d'hommage et commémoration. Il y a 80 ans, Monaco était libéré. En ce 3 septembre, de nombreux événements et cérémonies ont été organisés. Nous y reviendrons avec un reportage complet. Mickaël Bloch, le directeur de la mission de préfiguration des Archives nationales, sera également notre invité, alors qu'une exposition consacrée à la libération de Monaco ouvre ses portes au public demain au ministère d'État. Au lendemain de sa prestation de serment et de la remise de sa feuille de route par le prince Albert II, le ministre d'État a poursuivi aujourd'hui ses rencontres avec les responsables des différentes institutions monégasques. Didier Guillaume a notamment été reçu au Conseil national et à l'évêché. Il s'était lancé sur le chemin de Compostelle comme de nombreux pèlerins chaque année. Il y a fait de belles rencontres et se confie sur cette expérience dans un livre. L'ancien chambellan du prince Albert II, Laurent Solaire, viendra nous présenter son ouvrage « Mission Compostelle » à quelques jours du Salon du Livre de Monaco. C'était il y a 80 ans, le 3 septembre 1944, Monaco était libéré. Un marqueur important dans l'histoire du pays qui a donné lieu aujourd'hui à de nombreuses célébrations. Le prince Albert II a souhaité que cet anniversaire revête cette année une dimension particulière en mettant notamment en valeur la contribution décisive de l'armée américaine. Voyez ce reportage d'Alban Gingembre, Lionel Bernardi et Alexa Vial. C'était il y a 80 ans. Monaco était libéré le 3 septembre 1944. Pour célébrer l'histoire, un convoi de véhicules militaires d'époque guide la cérémonie. Une première gerbe est déposée ici, avenue Saint-Laurent, en hommage au couple Lay, héros de la Résistance. Direction ensuite la Maison de France, où des gerbes sont déposées en hommage aux morts pour le pays. Une dernière gerbe est déposée au lycée Albert Ier avant de rejoindre en fanfare la place du Palais. Au même moment, le prince souverain est déjà sur place. Un camp militaire américain est installé par le comité de commémoration d'époque pour mettre en valeur la contribution décisive de l'armée américaine dans la libération de Monaco. C'est une unité de la First Airborne Task Force qui est parvenue jusqu'aux portes de Monaco, donc le 509e régiment. Et donc le camp qui est derrière nous fait mémoire évidemment de ces soldats américains qui n'auraient pas dû pénétrer en principauté puisque le général Frédéric qui commandait la First Airborne Task Force leur avait interdit pour respecter la neutralité de la principauté. Et on a vu des GIs arriver de Cap d'Aille au niveau notamment des salines du cimetière, remonter vers l'hôpital. Donc là, on est habillé en tenue parachutiste américain, donc de la First Airborne Task Force. Donc il y a 3 régiments qui ont sauté le 15 août et qui sont venus jusqu'ici. Et la compagnie C du 509 parachutiste infanterie régiment sont quand même rentrés pour chasser le peu d'Allemands qu'il y avait encore. Le petit-fils du général Frédéric était d'ailleurs présent pour ces commémorations qui se sont poursuivies toute la journée en principauté pour faire vivre la mémoire. Et pour revivre cette période emblématique de l'histoire, une exposition richement documentée est proposée dans le hall du ministère d'État. L'un de ses concepteurs, le directeur de la mission de préfiguration des archives, est notre invité. Bonsoir Mickaël Bloch. Bonsoir. L'exposition qui vient d'être inaugurée, c'est une véritable fenêtre sur un pan de l'histoire de Monaco. Effectivement, c'est une exposition qui est consacrée aux 4 mois de la période de la libération de Monaco, donc de la seconde quinzaine d'août 1944 qui suit le débarquement de Provence jusqu'à la dissolution du comité de libération le 28 décembre 1944 qui traite donc tous les aspects de cette période, donc à la fois les difficiles journées du mois d'août 1944 avec les bombardements, les pénuries, donc c'est la période la plus difficile à vivre pour la population de Monaco,
pendant tout le second conflit mondial, qui évoque cette exposition naturellement la journée du 3 septembre, avec l'arrivée des Américains aux frontières de la Principauté, quelques soldats américains qui pénètrent dans la Principauté, et puis surtout les mouvements de résistance locale qui sortent de la clandestinité et qui organisent des rassemblements, des cortèges, donc des scènes de liesse pendant toute cette journée. Cette exposition évoque également les autres journées qui ont fait la libération, car on ne peut résumer la libération de la Principauté à cette journée du 3 septembre que l'on commémore aujourd'hui. La libération s'étale en réalité sur plusieurs semaines et plusieurs mois, jusqu'à fin septembre. L'exposition évoque naturellement l'arrivée des troupes françaises en Principauté à la mi-septembre, qui ramène le calme dans un climat quelque peu parfois insurrectionnel. Monaco, pendant plusieurs semaines, est en ébullition. Il y a des tentatives, ça et là, de renversement du pouvoir, que ce soit au gouvernement ou au palais, même des idées d'annexion de la Principauté à la France qui, ça et là, surgissent. Et donc, l'arrivée des Français permet de ramener le calme, voilà, seconde quinzaine de septembre, et puis pendant tout le mois d'octobre. Mais quel type de témoignages avez-vous recueilli pour constituer le corps de cette exposition ? Alors, les témoignages sont extrêmement variés. Nous sommes notamment appuyés sur 2 témoignages directs écrits par des témoins de la période. Il s'agit des mémoires de Jean de Flacieux, qui était à l'époque étudiant en classe préparatoire, qui est devenu ensuite président-directeur général du Crédit Lyonnais et qui a laissé un témoignage immensément précieux. Et par ailleurs, nous avons pu bénéficier du journal du docteur Jean Drouard, qui était alors docteur chirurgien à l'hôpital de Monaco et qui était donc en première ligne, car il soignait les blessés, pour témoigner de ce qui se passait alors en Principauté. Mais les sources, au-delà de ces 2 témoignages, sont multiples. Nous avons sollicité près d'une quarantaine d'institutions pour mener des dépouillements très importants, et plus d'une vingtaine d'entre elles, à la fois en France, aux États-Unis, mais ailleurs également, nous ont prêté des images pour la réalisation de cette manifestation. Alors justement, Vincent Vatrican, directeur de l'Institut audiovisuel qui a participé à l'élaboration de cette exposition, nous disait hier que c'est une période tout de même qui est très difficile à documenter, alors notamment en termes de contenu vidéo. Effectivement, la difficulté, c'est souvent d'identifier les personnes, parfois les lieux, de mettre des visages sur les noms des principaux protagonistes de la période, d'autant plus que parfois ils étaient connus par des alias, donc des pseudonymes, c'est le cas pour de nombreux résistants. Et donc nous sommes évertués à croiser le plus possible les sources pour vérifier toutes les informations dont nous disposions et établir les faits les plus certains possibles. Est-ce qu'il y a des anecdotes ou des documents dont la découverte lors de la préparation de cette exposition vous ont tout particulièrement interpellé ? Oui, bien sûr, énormément. Il faut souligner le fait que l'immense majorité des documents présentés dans l'exposition sont inédits. Ils n'ont jamais été vus par le public. Donc ce sera une découverte pour la plupart des visiteurs. Il y a une majorité de photographies qui sont présentées dans cette exposition, mais le visiteur pourra également y trouver de la correspondance, des procès-verbaux des agents de la sûreté publique de l'époque qui documentaient les bombardements ou les meetings, les grands rassemblements en faveur, par exemple, du commandant Jean Giraudet, ou alors les meetings syndicaux qui avaient très souvent lieu à l'époque, parfois plusieurs fois par jour, à Monaco ou à Beausoleil. Les visiteurs trouveront également des documents des archives diplomatiques de Nantes qui proviennent du fonds du consulat général de Monaco, qui est très précieux pour documenter la période. Et nous nous sommes appuyés aussi, par exemple, sur les fonds des renseignements généraux français qui sont conservés aux archives départementales des Alpes-Maritimes et qui donnent un regard très précieux sur la situation monégasque pendant ces 4 mois. Voilà une exposition richement documentée. Merci Michael Bloch d'avoir partagé avec nous cet avant-goût. Et je le rappelle, l'exposition ouvre ses portes au public ce mercredi. Et pour marquer les 80 ans du débarquement de Provence et de la libération de Monaco, un timbre a été créé. 40 000 exemplaires mettant en avant le général Frédéric, comme nous l'explique Lara Terlisienza, la directrice de l'Office des émissions de timbre-poste. Cette année, nous commémorons le 80e anniversaire du débarquement de Provence, qui a eu lieu le 15 août 1944. Donc la Principauté de Monaco a choisi de mettre en avant cet événement par l'émission d'un timbre-poste qui représente, comme vous pouvez le voir à l'écran, donc la maquette du timbre, le général Frédéric qui était à la tête de l'opération Dragoon, donc qui a libéré de l'occupation allemande la Provence et par la suite Nice et Monaco le 3 septembre 1944.
Il a été dessiné et gravé par un artiste français qui s'appelle Pierre Barra, avec lequel l'Office des timbres collabore régulièrement. La directrice de l'Office des émissions de Timbre-Poste était interviewée par Émilie Flamin. La libération de Monaco sur laquelle nous allons revenir tout au long de la soirée ainsi que demain sur Monaco Info. Après le journal, nous vous proposons un nouveau numéro de l'émission Trésor d'archives consacré à cet anniversaire. Puis à 21h, la diffusion du film de Frédéric Laurent, Monaco et la guerre. Enfin, demain, après le journal, vous pourrez revivre l'intégralité des cérémonies de commémoration après l'édition de 19h. Après son entrée officielle en fonction et sa prestation de serment hier, le ministre d'État a poursuivi sa série de rencontres et de découvertes des institutions de Monaco. Il a été reçu aujourd'hui au Conseil national par le président Thomas Brezzo. Lors de la signature du livre d'or, Didier Guillaume a confirmé la volonté de travailler en partenariat entre le gouvernement et le Conseil national dans le respect de la Constitution au service du prince souverain et de la principauté. Il a également appelé de ses vœux des relations fluides et directes entre les deux institutions dans le respect des prérogatives de chacun. Un peu plus tôt dans la journée, le ministre d'État avait rencontré l'archevêque de Monaco et hier soir, il est allé à la rencontre des soldats du feu. Le ministre d'État a été accueilli dans les 2 casernes de sapeurs-pompiers de la Principauté. Présentation du champ d'intervention, découverte du matériel et des véhicules étaient au programme. Ce tour d'horizon s'est achevé par un discours du ministre d'État qui a assuré le corps des sapeurs-pompiers du soutien total du gouvernement princier. Samedi et dimanche prochain sera organisée au Grimaldi Forum la 13e édition du Salon du Livre. De nombreux écrivains sont attendus, dont un auteur local. Dans son ouvrage intitulé Mission Compostelle, Laurent Soler revient sur l'aventure d'une vie, un voyage souvent présenté comme initiatique, le chemin de Compostelle qu'il a donc parcouru. Et il est avec nous ce soir pour nous faire partager le récit de cette expérience. Bonsoir Laurent Soler. Bonsoir Patricia. Qu'est-ce qui vous a poussé sur le chemin de Compostelle? C'est un projet qui est né à la faveur de la période Covid? Alors, le chemin de Compostelle, beaucoup de gens en parlent, beaucoup de gens l'évoquent, et puis finalement, peu de gens le font. Ce qui m'a poussé, eh bien, c'est cette attirance vers le chemin proprement dit. Et puis, à la suite du Covid, effectivement, j'ai quitté mon travail, et là, je me suis dit que c'était le bon moment pour prendre le chemin. Je suis donc allé chez Qui de droit acheter un sac, une paire de chaussures ad hoc et tout ce qu'il fallait, et je suis parti pratiquement 10 jours après sur le chemin de Compostelle, au grand désespoir de mon épouse, mais qui a bien compris et qui l'a accepté. Mais avant de s'élancer, il faut savoir qu'il n'y a pas qu'un seul chemin de Compostelle. Tous mènent à Compostelle, mais vous le dites, c'est presque une démarche personnelle. Quel a été le vôtre de chemin? Il y a différentes voies qui partent de différents endroits. Vous partez du Puy-en-Velay, c'est la plus importante. Les gens partent de là, ils sont 55% à partir de là. Beaucoup partent de Vézelay, d'autres partent de Tours, de Paris. Et finalement, il y a beaucoup de voies qui mènent à Compostelle. En revanche, le vrai chemin de Compostelle, c'est celui qui part de chez vous. Vous partez de chez vous un bon matin, vous allez à la messe, vous saluez tout le monde. Le curé vous bénit, vous souhaite bon courage et vous dit que Jacques sera avec vous. Et puis vous partez. Et vous partez par où vous voulez finalement. J'ai croisé deux jeunes gens qui avaient fait leurs études, 2 jeunes ingénieurs agronomes qui venaient de Grenoble justement, et étaient partis de Grenoble et étaient partis tout droit direction Lourdes. Et là à Lourdes, ils avaient rejoint un des chemins, celui que j'ai fait, le Camino del Norte. C'est un chemin qui suit l'Atlantique et que j'ai choisi parce que je trouvais que c'était le plus sauvage, je trouvais que c'était le plus beau. Et donc je me suis lancé sur ce Camino del Norte. Peut-être aussi l'un des moins fréquentés, mais vous avez tout de même croisé sur votre chemin des personnes de tous horizons, avec une motivation différente pour chacun selon son parcours de vie. Quand on part du Puy-en-Velay, ce que tout le monde appelle le chemin de Compostelle, mais c'est faux, vous l'avez bien compris, c'est 55% des gens qui le font. Le Camino del Norte, c'est 5% des gens qui le font. Donc c'est beaucoup moins. Et donc du coup, c'est plus facile parce que c'est plus intimiste, si je puis dire. Et oui, j'ai rencontré beaucoup de monde, j'ai rencontré des gens tellement différents les uns des autres. Sur ce chemin, j'ai rencontré par exemple un type qui venait de Gênes, qui avait le teint buriné comme un vieux marin, mais ce n'était pas un vieux marin, c'était un vieux routard. Et depuis 5 ans, il avait quitté Gênes et il tournait et il faisait le chemin sans arrêt. Bien sûr, vous l'avez compris, c'était une idole sur le chemin. J'ai rencontré un banquier de Zurich qui avait besoin de faire un petit peu le point sur sa vie. J'ai rencontré un amoureux qui n'avait pas réussi à conquérir sa dulcinée. J'ai rencontré des gens tellement simples et tellement beaux
et que j'ai vraiment passé un bon moment. Et puis ce livre est jalonné de précieux conseils. Il y a les lectures que vous avez effectuées avant de partir et puis bien évidemment le retour d'expérience. Lorsque je suis rentré, je ne pensais pas écrire un livre. 1000 choses ont été écrites déjà sur le chemin de Compostelle. Et Isabelle, mon épouse, m'a dit « Mais tu devrais écrire ne serait-ce que pour expliquer ce qu'il faut faire pour ne pas avoir trop de gravillons dans les godillots. » C'est l'expression que je prends. J'ai eu la chance de passer 30 ans dans les forces spéciales. Et puis là, j'ai appris 2-3 bricoles quand même. Et puis, j'ai essayé de mettre cette expérience dans ce livre en expliquant aux gens, comment ils devaient se préparer à faire cette mission, j'allais dire, ce chemin. 2, comment ils devaient le vivre pour le faire du mieux possible, pour ne pas se blesser, pour ne pas se faire mal et pour le faire de façon la plus agréable possible. C'est vraiment un point important de ce livre. Et c'est un ouvrage qui se consulte un peu comme un carnet de voyage, étape après étape, rencontre après rencontre et des anecdotes à chaque chapitre. Il y a une première partie qui s'appelle la préparation donc de la mission, proprement dite. Et puis, il y a une partie technique. J'avais mis tout ça au début et ma fille m'a dit « Non, papa, tu ne devrais pas faire ça, ça va lasser tes lecteurs. » Donc, tu parles de la préparation, tu évoques le chemin et toutes les aventures que tu as vécues sur ce chemin et tout à fait à la fin, tu mets la partie technique. Et effectivement, là, au fur et à mesure, je vous parle des rencontres que j'ai faites et des lieux magiques et magnifiques que j'ai pu voir. Laurent Solaire, tous ceux qui ont parcouru le chemin de Compostelle ou qui envisagent de le faire évoquent presque spontanément l'aspect spirituel, l'envie ou le besoin de questionnement. Cela vous a animé tout au long de votre périple ? Alors les gens font le chemin pour différentes raisons. Aujourd'hui, vous avez 60% des gens qui le font pour faire de la rando, pour faire du sport. Vous avez 25% des gens qui le font pour faire du tourisme. Et puis il y a une petite partie, une petite quinzaine et tous ceux qui restent qui le font pour l'aspect spirituel. Peu de gens finalement aujourd'hui malheureusement le font pour l'aspect spirituel. En revanche, on s'aperçoit d'une chose intéressante, c'est que certains partent pour faire de la randonnée pure et dure, et puis s'aperçoivent que peut-être qu'il y a quelque chose, un magnétisme, un Saint-Jacques quelque part, et on arrive à le croiser. Ce qui est amusant aussi, c'est que d'autres partent pour un aspect complètement spirituel, et ceux-là, ma foi, se disent « non, Saint-Jacques, je ne l'ai pas vraiment ressenti », et puis en revanche, j'ai vu de belles montagnes, j'ai vu une côte magnifique, et j'ai passé un très bon moment. Mais on ne revient jamais tout à fait le même. On ne revient jamais complètement le même, et on part avec une motivation, et on ne revient pas forcément avec cette motivation-là. Moi, Saint-Jacques, eh bien, je l'ai ressenti par moments. Il y a des lieux, vous savez, des lieux où on sent une énergie, où on sent quelque chose, qu'on soit croyant ou pas d'ailleurs. Hein. Et je l'ai ressenti quelques fois. Puis quelques fois, eh bien, quand j'avais très mal aux pieds et très mal au dos, je dis mais Saint-Jacques m'a abandonné. Ce type-là ne doit pas être par là. En conclusion et pour l'anecdote, vous arborez désormais fièrement un coquillage sur votre sac à dos ou sur le pas de votre porte ? Absolument, chère Patricia, puisque le coquillage, on a le droit de le porter que si on a fait le chemin. À l'époque, les pèlerins partaient, ramassaient à Fisterra, donc au bout du monde, à la fin des terres, quelques coquilles, et puis les accrochaient fièrement à leur sac et rentraient avec. Donc les gens qui partent avec un coquillage accroché sur le sac, c'est de la triche. Mais en tout cas, lorsque l'on a ce coquillage, cela veut dire, normalement sans triche, que l'on a parcouru le beau chemin de Compostelle. Absolument, absolument. Merci Laurent Solaire, et je rappelle que vous serez présent samedi et dimanche au Salon du Livre de Monaco au Grimaldi Forum. Et je vous attendrai. Merci Patricia. Ne soyez pas surpris, dans la nuit du 5 au 6 septembre, une nouvelle opération de démoustication aura lieu entre 2h et 4h du matin à Monaco-Ville. À l'occasion de cette intervention, il est demandé aux résidents de Monaco-Ville de bien fermer leurs fenêtres et d'éviter de circuler à pied sur le rocher entre 2h et 4h, ainsi qu'aux habitants de la principauté d'éviter de se rendre sur le rocher durant cette période. Les produits utilisés pour cette démoustication, sans être toxiques pour l'homme, peuvent occasionner des gènes et irritations transitoires. Il s'agit d'une mesure de précaution qui intervient après la survenue d'un cas suspect de dengue chez une personne résidant dans les Alpes-Maritimes mais ayant des attaches professionnelles à Monaco. Le pique-nique des Monégasques ou Cavagnetou aura lieu samedi au parc Princesse Antoinette. L'accès sera possible dès 17h15 et la soirée débutera à 18h20 par une messe célébrée sur le terrain omnisport du parc. Elle se poursuivra autour d'un pique-nique dans une ambiance musicale. Nouveauté cette année, un grand bal. Notez-le, ce jour-là, à partir de 17h, l'accès au réseau des autobus de Monaco et le stationnement au parking du Jardin Exotique seront gratuits sur présentation de la carte d'identité monégasque ou de l'invitation. Et je vous rappelle que dans le cadre de l'organisation de cet événement, le parc Princesse Antoinette est fermé depuis hier, lundi 2, et jusqu'au mercredi 11 septembre inclus. Et il devrait faire beau samedi pour le Cavagnetou, mais d'ici là,
Un point sur vos prévisions météo pour la journée de mercredi avec Sarah Inkari. Bonsoir. Il semble que le soleil se fera discret demain, Sarah. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Effectivement, le soleil ne sera pas franc demain et les nuages devraient s'inviter dans le ciel dans la matinée pour s'épaissir un peu plus dans le courant de la journée. Pas d'orage au programme, mais des averses sont à prévoir dans la nuit. Quant aux températures, elles se rafraîchiront avec une moyenne de 23 degrés le matin et 27 l'après-midi. Enfin, nous embrassons les Rosalie à l'honneur ce mercredi. Merci Sarah, ce journal touche à sa fin. Je vous rappelle que vous pourrez découvrir après cette édition un nouveau numéro du magazine Trésor d'archives consacré à la libération de Monaco et à 21h, le film de Frédéric Laurent, Monaco et la guerre. Pour se quitter, ces clichés pris aujourd'hui lors des célébrations du 80e anniversaire de la libération de Monaco. Je vous retrouverai demain avec grand plaisir à 19h pour un nouveau journal.